Bonjour, bonsoir, bienvenue dans Édition Illimitée. Édition illimitée. Édition illimitée. On est là pour vous parler des livres et de tout ce qu'il y a autour. Et quand je dis on, je parle des deux potes qui sont à mes côtés, Gaëlle et Inès. Salut. Salut, moi c'est Inès, donc je suis éditrice dans une maison d'édition jeunesse. Et moi c'est Gaëlle, je suis libraire à la FNAC. Et moi c'est Karen, je suis passionnée d'édition. Aujourd'hui, on va répondre à une question que les libraires entendent très souvent. Il sort quand en poche ce livre ? Donc, bien évidemment, on va revenir sur ce qu'est un livre de poche, d'où ça vient, qui les fait, tout ça. Inès, est-ce que tu pourrais nous donner la définition du livre de poche, s'il te plaît ? Alors, un livre de poche, qu'est-ce que c'est ? C'est un livre en petit format à petit prix. L'historique du livre de poche, ça date il y a déjà un petit moment quand même, parce que on peut trouver quelques origines au 19e. Il y avait des messieurs comme Gervais Charpentier, Louis Hachette. Alors, Hachette, ça vous dit peut-être plus quelque chose. Michel Lévy, qui avait des maisons d'édition qui faisaient déjà des livres de petit format, vraiment pas très chers, assez maniables, donc de pas très bonne qualité. Et surtout des trucs capables de toucher pas mal de public à très petit prix, avec des gros tirages. Donc c'est un peu l'origine du livre de poche, mais ça n'a pas encore eu l'impact de ce qu'on appelle un livre de poche maintenant. Ouais, puis c'était souvent vendu par colportage. Je crois que c'était pas vraiment dans des librairies. En fait, c'était des gens qui faisaient des tours de France et qui vendaient des livres. C'est un peu genre cher, des gens qui venaient toquer à votre porte, comme ceux qui pouvaient encore vendre des encyclopédies, des trucs dans le genre, quoi. Du coup, un petit peu plus tard, en 1930, c'est un peu là que ça a commencé vraiment à ressembler à du livre de poche, comme vous pouvez en voir maintenant. Ça a commencé, il y en a eu en Allemagne, mais la maison a fermé à cause de la Seconde Guerre mondiale, malheureusement. En Angleterre, il y a eu Penguin Books. Donc Penguin, c'est encore une grosse maison d'édition anglaise qui fait toujours des trucs très chouettes. Aux États-Unis, on a eu Simon & Schuster. Du coup, c'est toujours des trucs déjà assez classe. Et surtout qui existe toujours. Et en France, ça a commencé avec des collections assez spécialisées dans des genres. Donc, genre, on a eu Le Masque, qui est un truc de polar. Vous voyez peut-être ce que c'est. Gaëlle, toi, tu en vends peut-être encore. Ils sont même. tout jaunes, avec un masque dessus. Et ça porte hyper bien son nom, là aussi. Waouh. Il y avait les Que sais-je aussi, qui sont encore très connus. C'est une collection trop cool. 128 pages. Ouais. 128 pages, c'est parce que ça correspond à des pliages de feuilles. Donc, c'était des livres qui rentrent hyper bien dans des schémas de fabrication. Donc, c'est des livres qui coûtaient déjà pas très cher. Mais le vrai livre de poche, ça commence dans les années 50. En tout cas, celui qu'on appelle le livre de poche, en fait. Avec des capitales au le et au livre. Qui est la collection qui s'appelle comme ça, qui est la première en France à vraiment sortir sous ce nom-là. C'est en 1953, lancé par la maison Hachette, qui était déjà une grosse pieuvre à l'époque, déjà bien présente dans le marché du livre, qui fait appel à un mec qui s'appelle Henri Philippaki, et qui en fait va lancer cette collection-là avec de la littérature générale. Et en plus, ça vient parce que le prix du papier à ce moment-là, il est devenu hyper cher. Et, exactement. C'est un peu la crise du livre, donc il fallait trouver une solution, quoi. Et en fait, ils l'ont trouvé parce que ils Henri l'a trouvé. Fondé sur les. En fait, ils ont un peu piqué l'idée à Penguin. Oui, du coup, il a rien réinventé, quoi. Il a quand même pas inventé grand-chose, mais il a eu le mérite de le lancer en France. Ils ont pris un peu les modèles de la presse pour lancer des livres en impression avec du papier moins bon, de moins bonne qualité. C'est pas du papier hyper épais et un façonnage. Le façonnage, c'est un peu la fabrication, c'est tout ce qui est ce qu'on appelle le dos qui. Et là c'était vraiment genre un truc innovant parce qu'il y avait une super nouvelle machine qui faisait que normalement on cousait plutôt les cahiers. Il y avait normalement la couture avant. Alors pour faire vite fait un truc de fabrication, on a des très grandes feuilles, on les plie en 64 ou 28, je sais plus trop les chiffres. Enfin bref, on les plie et du coup on prend du fil à coudre et tout et on coud ça à une couverture. Et là, et du coup ça tient hyper bien. Et là c'est une machine qui fait ça quand même. Mais oui. On fait pas ça. Tu peux faire ça à ta main si tu veux te faire un petit carnet, mais c'est vrai que si tu veux faire des livres à la chaîne, ça va être un peu long. Mais bref, là ils ont trouvé une super machine qui fait un super collage qui va à peu près tenir la route, quoi. Et notamment un pelliculage aussi du coup sur la couverture qui n'est plus en gros carton épais, etc. Qu'est-ce que c'est le pelliculage? Le pelliculage, c'est un espèce de truc transparent collé pour faire un espèce de vernis sur la couverture, qui permet d'avoir des couvertures qui sont un peu plus solides, qui sont pas chères.
et qui sont plus solides. Donc en fait, le livre de poche est quand même assez révolutionnaire parce qu'on peut avoir un petit prix et du coup un plus petit format sur des... Donc voilà, le premier livre lancé en 1953 par la maison Hachette, c'est un livre dont on a complètement oublié l'existence. C'est Königsmarck de Pierre Benoît. Ah, mais je l'ai lu hier. Je ne connais ni le titre ni le monsieur. On est peut-être des jeunes filles incultes, mais en tout cas, il a peut-être pas marqué. C'est un auteur très populaire dans première moitié du XXe siècle, en tout cas. Bah, tant mieux pour lui. Après, dans le deuxième, c'est pareil, c'est Cronin, mais on a oublié. Bon, le troisième, c'était Vol de nuit de Saint-Exupéry. Ah, voilà. Bon, ça nous parle un peu plus. On l'a pas oublié. Mais voilà, en tout cas, c'est une vraie révolution quand c'est lancé, tout ça. Du coup, ouais, ça fait pas mal de... C'est un nouveau truc qui arrive dans les librairies et visiblement, ça plaît pas à tout le monde, quoi. Non, pas toujours. Il y a genre des gros intellos. Comme qui, Karen? Bah, comme Gracq et comme Sartre, que pourtant j'ai une certaine sympathie pour lui, mais genre vraiment leur avis là-dessus, c'était que ça rabaisse la littérature, qu'ils vont devenir des auteurs de gare et qu'on va mettre leurs livres entre les mains de pauvres esprits. Alors ça, c'est pas forcément Gracq et Sartre qui l'ont dit, mais il y avait quand même des gens un peu privilégiés, un peu intellectuels, genre dans les hautes sphères. Qui disait que genre vraiment, enfin, il déplorait ça, que des livres de haute volée soient mis entre les mains de gens qui avaient parce que supposément pas l'esprit pour les comprendre. Un peu la particularité du livre de poche, c'est qu'il est pas cher, donc accès au plus grand nombre. En plus, il est en effet populaire et diffusé aussi dans des réseaux, achète à des réseaux un peu différents de la librairie classique. Ils ont déjà leur premier kiosque. Le livre de poche au tout début, c'était diffusé chez Prise Unique, donc c'est vraiment un truc pour quelque chose de accessible à tout le monde, quoi. De kiosque de gare, de maison de la presse. C'est pas forcément les libraires touchés qui mais c'est pour ça qu'il y a deux points de vue qui s'affrontent, du coup. Ceux qui disent que ça rabaisse la littérature. Exactement. Ouais, et ceux qui sont trop contents, quoi. Voilà, c'est ça. Bah, en gros, c'est un peu comme dans tous les trucs qu'on rend accessible à un grand nombre. Ceux qui avaient le privilège de l'avoir, ils se disent « Ah bah non, ça fait chier, c'était à nous, maintenant tout le monde va y avoir droit. » Et ceux qui ont droit, ils disent « Bah putain, c'est hyper cool en vrai. » Et du coup, il y a quand même des auteurs un peu cool qui se rendent compte de ça. Et genre, dedans, il y a Prévert, donc Cœur Prévert, qui est très content de pouvoir toucher un nouveau public. Il y a Georges Sand qui a été un peu plus au départ, elle s'est dit non, que je suis pas trop sûre de tout ça, et puis finalement elle s'est dit ah bah si, en fait je vais toucher plein de gens et on va vendre encore plus de mes livres, donc c'est hyper cool ce livre de poche. Et du coup, ça fait une vraie révolution dans les librairies. Il y a un libraire que j'ai entendu dans une émission sur France Culture qui s'appelle Henri Desmar, qui était libraire dans les années 50, qui a reçu les premiers livres de poche arrivés et en fait qui a regardé ça avec un peu inquiétude parce qu'en fait tous les libraires pensaient que c'était une menace pour leur vocation de libraire et que ça allait devenir un espèce de self-service, le livre de poche. Parce que du coup à ce moment-là ça se passait pas comme maintenant, parce que maintenant t'arrives en librairie, tu prends tes bouquins, tu vas à la caisse. Exactement. C'est normal, quoi. Beaucoup moins tu passais par ton libraire, tu lui demandais des conseils, il te donnait tes petits livres, mais tu prenais pas n'importe quoi. Là se sont développés des rayons de poche avec des tourniquets notamment pour mettre les rangées. Ça fait très truc de carte postale, du coup produit d'appel que tu mets devant la librairie. Exactement. Genre, si ça vous attire l'œil, tant mieux. Mais... Et c'est vrai que ça leur a fait un peu peur, ces changements. La lecture devenait un objet de démocratisation intellectuelle, culturelle, intellectuelle, mais culturelle en tout cas. Et c'était un peu ça fait toujours peur aux élites quand ils perdent quelque chose, de toute façon. Donc, Mais c'est une question que nous, on se pose plus, parce que depuis, c'est qu'il y en a eu beaucoup. Ça a commencé par livre de poche, mais on en a vu plein d'autres après. Livre de poche, du coup, on était en 1953. Exactement. Ouais. Après, en 58, c'est J'ai lu qui arrive. Oui, parce que du coup, ils se rendent compte que ça marche, donc ils se disent on va prendre le filon, on nous va aussi. tous en faire. Du coup, J'ai lu. Ça commence avec Don Camillo, donc là sur le populaire, je pense qu'on peut pas faire mieux à l'époque. 1962, Gaëlle. C'est l'interro. Ok, je dirais 10-18. 10-18, c'est assez cool. Et 10-18, il y a une petite particularité quand même. Pourquoi 10-18 ? Ça a l'air d'être un nombre de collection hyper malin, mais pas très très énigmatique. Je pense que ça correspond au format. Bien joué. Je pense que c'est à peu près la dimension de ma poche. Donc je pense que je vais tester tout de suite avec un livre 10-18. Et oui, ça rentre dans ma poche. C'est malin. Ouais, parce qu'un livre donc, de 10-18 fait 10 cm sur 18 cm.
Et ça correspond pas aux tranches d'âge, contrairement à ce que certains clients pensent. Non, c'est vrai, vraiment. Ah ouais, c'est vrai. Ah oui, ils pensent que ça va jusqu'à 18 ans. Non, non. Ouais. C'est le format. C'est bien, il faut répondre à toutes les questions des auditeurs et des lecteurs. La même année, en 62, il y a aussi Presse Pocket, donc c'est à l'époque les presses de la cité, ouais. Aujourd'hui Editis. Ouais. 70. On a Point. Point, c'est un logo noir avec marqué Point. On va essayer de vous les décrire un peu parce que du coup, sûrement que vous voyez pas exactement à quoi correspondent chaque collection de poche. Appartient aux éditions du Seuil. Ouais. Et enfin, en 72, un peu tardivement, il y a Gallimard qui lance Folio. Donc, les folios, ils sont un peu plus remarquables, je pense. Mais parce qu'en fait, Gallimard avait des parts dans le livre de poche au départ en 1953. Ah oui, c'est vrai que oui. Donc en fait, c'est un peu la particularité. Ils ont mis un peu de temps à se rendre compte qu'en fait, c'était hyper rentable et qu'il était enfin temps de faire le leur. Il y a moyen de faire quelque chose. Ils ont lancé leur collection un peu différemment parce que Gallimard ne ressemble pas aux autres et qu'ils ont fait quelque chose un peu plus classe par rapport aux autres qui faisaient beaucoup. Alors ça, pour le coup, en plus, c'est parce que du coup, à la base, le livre de poche, les couvertures, c'était donc ça visait des cercles très populaires. Donc sur les couvertures, ils t'appellent plutôt sur des affiches de cinéma, enfin des choses dans l'esprit affiches de cinéma, voire même complètement des affiches de cinéma. Et Folio, ils se sont dit, tout le monde au début se disait mais il faut faire pareil pour que ça marche. Et finalement, derrière, il y avait Massin, qui est un graphiste de très très grande qualité, qui s'est dit non, en vrai, il faut que nous on se fasse qu'on soit identifiés, quoi. Si on fait la même chose que les autres, ça va pas marcher, quoi. Du coup, il a fait la charte qu'on connaît toujours maintenant avec le bordeaux blanc, un titre en couleur, le nom de l'auteur et une grosse image. C'était pas titre en couleur, mais oui, ça a changé il y a pas très longtemps. Mais en tout cas, il a établi un truc et il avait raison parce que ça a hyper bien marché. Et un papier beaucoup moins gris que les autres. En plus, une qualité un tout petit peu au-dessus, quoi. Un peu au-dessus. Donc bien Massin. Donc on parlait du coup qualité caractéristique en tout cas du livre de poche. Donc souvent 10-18, un papier du coup pour que ce soit moins cher, moins épais, une reliure collée, une couverture souple. Ouais, ça c'est un truc assez remarquable parce que du coup autant chez nous on a des grands formats qui ont déjà des couvertures souples. Mais sur des marchés étrangers, il y a vraiment le marché du hardcover qui est du coup le grand format, mais avec une couverture bien bien rigide, comme on peut avoir chez nous dans des livres un peu plus anciens, quoi. Mais du coup, la vraie spécificité du poche à l'international, c'est d'avoir une couverture souple, quoi. Oui, parce qu'en fait, le poche, quand même, rappelons-le, on revient un peu sur l'historique, mais le poche avait été destiné à être jeté au départ. C'était pas des livres qu'on devait garder en bibliothèque. Dans les premières années, en tout cas, de l'existence du livre de poche, on était vraiment sur du consommable, d'où la peur de tous les intellectuels de la France de ces années-là, mais on est sur quelque chose qui est pas destiné à être gardé, donc de mauvaise qualité, avec c'est du livre jetable presque. Tout ça. Donc du coup, grâce à tout ça, on a une fabrication qui est vachement moins chère. Ça transparaît aussi. Du coup, comme on le disait par exemple sur les folios, on a juste une grosse illustration. En général, maintenant, ça se voit surtout maintenant, c'est une illustration libre de droit, donc une image qu'on achète gratuitement, quoi. Achète gratuitement est un peu bizarre, mais oui. C'est pas du tout une construction correcte, mais c'est quelque chose qui coûte rien. Et on a compris en tout cas voilà. Et du coup, grâce à ça, on a un bouquin qui est hyper pas cher parce que en moyenne, le prix d'un grand format, c'est 17-18 euros. Jusqu'à 20 euros, quoi. Ouais, c'est ça, quoi. Et le prix moyen pour un poche, c'est entre 6 et 7 euros, quoi. Donc, ça devient hyper intéressant, quoi. Du coup, on est sur un secteur assez spécifique qui a pas mal de caractéristiques. Et la première, c'est que financièrement, il est très, très, très intéressant. Parce que du coup, comme on l'a dit avant, à la base, le bouquin, il est publié en grand format. Et grâce à ça, on va savoir combien d'exemplaires il s'est vendu, qui l'a acheté. Et du coup, on va pouvoir estimer assez justement le tirage qu'il va falloir faire pour le format poche. Donc ça permet de limiter les risques et de se dire tout ce qu'on va imprimer, a priori ça reste qu'il y a de grandes chances que ça se vende, quoi. Ce qui est hyper intéressant financièrement aussi, c'est que les droits d'auteur ils sont très très faibles, sur le prix d'un livre on est sur 10%, et sur ces 10% il y en a la moitié qui vient à l'éditeur grand format. Donc si on est dans un grand groupe, ça veut dire que l'argent il reste dans la maison, quoi. Ouais. Et il n'y a plus que 5% qui revient à l'auteur. Mais il y a encore mieux, quand il n'y a pas de droit d'auteur. mais comment ça peut se faire ?
Parce que les poches, toutes les maisons d'édition de poche publient des classiques en fait. Et les classiques, c'est des gens morts. Et souvent, ils sont morts depuis très très longtemps. Et s'ils sont morts depuis plus de 70 ans... Mais tout le monde se met dessus pour l'éditer. et du coup, on appelle ça du libre de droit et ça ne coûte rien. Enfin, ça coûte rien en droit d'auteur. Donc ça, c'est assez cool. Et c'est comme ça qu'en librairie, on se retrouve avec des ventes énormes puisque le poche, ça représente 1/4 des ventes en volume. Ouais, c'est assez ouf. Alors, c'est quand même pas mal. Pour une grande partie en littérature, mais c'est tout de même genre 1/4 des ventes en volume. Et donc, grosse mise en avant, puisque grosse demande. Et c'est comme ça que les éditeurs jouent beaucoup dessus avec des offres. Par exemple, avant l'été, on en achète 2, il y en a un offert. Voilà, c'est vraiment des périodes où ils misent tout dessus le poche. Ouais, puis il y a pas mal de goodies aussi. Des goodies. Que ce soit les sacs, les badges. T'en avais il y a pas longtemps. Les mugs, j'en ai une collection pas possible chez moi. La première PLV, ça date d'ailleurs de 70 et c'était J'ai lu. Et c'était les premiers, ils ont fait un truc genre un joli petit présentoir pour mettre une dizaine de livres en avant. Tout le monde s'est dit, c'est chelou comme histoire. Putain, maintenant il y en a partout, quoi. PLV, c'est une publicité sur le lieu de vente. Oui, tu fais bien de le dire parce que je crois que je l'ai jamais su avant d'en parler avec vous. Ouais. J'ai toujours appelé ça des PLV sans savoir ce que ça voulait dire. Et donc on a comme ça des petites étagères en carton qui meublent aussi, qui permettent de meubler. Oui, chez moi ça sert aussi. Gaëlle a des étagères PLV, donc en plus on recycle, c'est hyper écolo, c'est très très bien. Exactement. Pour continuer sur la présence hyper massive des livres de poche en librairie, c'est aussi massif parce qu'ils sont présents partout. On en a déjà parlé parce que les relais dans les gares, qui donc étaient les premiers lieux un peu de diffusion d'Hachette, appartiennent à Hachette en fait. Et appartiennent toujours, il me semble, à Hachette. Ils sont toujours dans des lieux du coup de vente où les gens passent pour aller prendre un train et achètent un livre. En gros, dans les endroits où il n'y a pas beaucoup de livres, on sait qu'il y a du livre, ça sera du poche, quoi. Exactement, c'est un peu ça, quoi. En supermarché. Voilà, quand on fait ses courses, entre 2 sachets de salade, on peut rajouter un petit livre de poche comme ça. C'est très malin, t'as un petit livre de recettes glissé par là et hop là. Du coup, c'est vraiment des gros tirages et des installations un peu partout sur les réseaux de vente. Du coup, à tous les niveaux, quoi, que ce soit, du coup, ce soit les supermarchés, les petites maisons de la presse, les stations-service. Tu peux imaginer n'importe quoi comme lieu de vente. Tu sais qu'a priori, il y aura du poche, quoi. Et en plus, les livres de poche, parfois, ils sont rangés avec les grands formats. C'est vrai. Et du coup, forcément, quand tu vois un livre à 20 balles et le même... la question se pose pas, quoi. Oui, peut-être un petit peu moins joli. Alors, sauf, il paraît que, quand même, les gens, quand ils veulent offrir un livre, préfèrent ouvrir un grand format. Ouais. Et après, oui, même certains clients préfèrent avoir des grands formats. Des éditions collecteurs, des fois, à Noël, ils font des éditions de poche pour vendre. Oui, c'est vrai que en cadeau, en fait. C'est vrai que c'est pas associé à ça au départ. C'est vrai que maintenant, on a des super beaux coffrets. Moi, j'ai les Bienveillantes avec un beau coffret bleu brillant et pareil pour moi, j'ai des souvenirs pour Lolita. Jonathan Coe avec un coffret gazon à l'anglaise. Ah oui. Hyper drôle. Jonathan Coe, c'est hyper bien aussi. Après, on a une typographie plus petite. Donc, souvent, pour les personnes âgées, le livre de poche, ça bloque aussi. Parce que t'offres que des livres à ta grand-mère, toi. Du coup, comme on disait, il y a des super belles éditions de poche maintenant qui sortent. Et en plus, c'est des éditions qui sont souvent réactualisées, quoi. Donc, c'est des contenus hyper intéressants. Oui, il y a souvent des préfaces, des ajouts, des... Oui, et puis ça ressort quand il y a un film qui est adapté. On va ressortir le poche avec la couverture du film. Voilà, toutes les occasions sont bonnes pour remettre un poche en avant, quoi. Tout à fait. Quand un grand format ressort, on ressort le fond, avec des nouvelles couvertures. Parfois, on réactualise, on ressort les couvertures. Et en plus, le truc, c'est que du coup, en gros, la sortie en poche d'un bouquin, c'est pas un gros événement médiatique. Du coup, il y a moins de couverture médiatique que pour un grand format. Quand un bouquin il est nouveau. Ouais, je suis assez d'accord avec toi au départ, mais je trouve que ces derniers temps beaucoup moins, parce que ça revient. J'ai la sensation que le poche prend de plus en plus de place au niveau du livre, en tout cas dans les meilleures ventes, et identifiable en tant que tel. Ouais, dans les meilleures ventes, il prend de la place, mais je pense que du coup, c'est le fait que le bouquin se vende bien qui fait qu'on en parle. Alors que une nouveauté, il faut que, si l'auteur est connu ou si on décide qu'il y a de la grosse promo là-dessus, il va y avoir un gros battage médiatique dans toute la presse littéraire, à la radio, tout Exactement, ça. Alors qu'un livre de poche, il sort en poche et puis c'est tout, quoi. Mais par contre, que s'il se vend bien, quoi. Voilà. Et puis derrière, par contre, si il y a anniversaire de la mort, s'il y a un film, c'est sûr que le poche il ressort tout le temps, quoi.
Mais il y a des choses assez insolites qui arrivent, où quand on voit dans les meilleures ventes Schopenhauer qui revient. Là, c'était le cas avec Le Brio, le film qui est sorti donc avec Daniel Auteuil, Camilla Jordana. Ah ouais. Et donc, ils font référence à ce livre, L'art d'avoir toujours raison. Et ça revient dans les meilleures ventes. Et là encore, il est sorti en DVD, c'est bon, le film. Et la semaine dernière, j'en ai encore vendu 50 exemplaires. Donc, c'est assez parce qu'on se dit, oui, Schopenhauer, c'est pas le premier truc dont on parle. Donc, il fallait bien qu'il y ait une raison. C'est pas la mode particulièrement, non. Voilà. On continue sur les spécificités de ce secteur assez original. Il est dominé par des grands groupes. Alors, on vous a fait la liste des 5-6 premiers éditeurs de poche. C'est toujours les mêmes qui dominent aujourd'hui, quoi. Oui, c'est vrai, toujours Hachette Livre, donc avec le livre de poche, comme leur grosse collection. Harlequin, qui fait du sentimental, mais qui a une collection de poche qui marche très bien. Après, du coup, Hachette Livre et publie genre Au revoir là-haut, quoi. Au revoir là-haut, Petit Pays. Oui, dans les à citer, qui marche bien en ce moment, quoi. Editis, donc il y a Pocket, Pocket jeunesse, mais après le livre de poche a aussi sa collection de jeunesse. Donc Editis Fleuve Noir, 10-18, c'est-à-dire des auteurs comme Musso, Lévy aussi, qui sera en Pocket. Lévy, ouais, on est sur de la littérature très 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 populaire qui vise vraiment ou Murakami très, en 10-18, large. Mais après ça dépend vraiment des collections. Oui, tout à fait. Je pense qu'ils ont chacun leur Pocket va être très très populaire, alors que 10-18, on est peut-être sur de la littérature un peu plus quali. Ouais, ça dépend, c'est un peu hyper aléatoire selon le genre, quoi. Sans être désobligeant. Gallimard avec Folio, mais Folio décliné en... Folio Lité, après on a Folio littérature, mais il y a aussi Folio SF, Folio policier, c'est vrai que chaque éditeur, au final, les collections poche, maintenant, elles se divisent en plein de sous-collections. Exactement. C'est vrai qu'avec Folio, on citait Folio SF, Folio poche, mais 10-18 aussi le fait avec les grands détectives, c'est leur collection policier, mais c'est vrai que même s'ils n'ont pas de nom, la sous-collection, livre de poche, on va les reconnaître. Ils auront une tranche noire quand ça va concerner les romans policiers, par exemple. Mais le but globalement de tous ces grands groupes, c'est d'être présent partout, quoi. C'est de faire du poche. À la base, c'était de la littérature populaire. Et finalement, maintenant, ils sont partout, que ce soit du polar, de la SF, de la jeunesse. Oui, on peut être à peu près sûr de trouver n'importe quoi chez n'importe qui. Comme c'est des groupes qui ont tellement de maisons d'édition qui font partie du groupe, ils ont ils ont des maisons d'édition variées dans tous les genres, donc ils ont vraiment un puissant fond c'est ça. à publier en livre de poche. Ils publient beaucoup en grand format, donc derrière ils peuvent alimenter leur catalogue facilement, quoi. Le fait qu'ils dominent, c'est aussi lié au fait que c'est des grands groupes qui maîtrisent plusieurs aspects de la chaîne du livre. Du coup, ils sont capables de faire la diffusion, donc ça veut dire parler de leurs bouquins dans tous les points de vente, gérer la logistique, donc avoir des grands centres de distribution et alimenter tous les points de vente. Et du coup, après, au niveau droit d'auteur, achat de droits, tout ça, ils ont largement les moyens d'avancer de l'argent pour acheter des droits. Oui, je pense que la question ne se pose pas. Voilà. Mais en dehors de ces grands groupes, il y a quand même des petits éditeurs qui se font leur place. Dans les années 70-80, il y avait Actes Sud qui s'y est mis avec le format Babel. Qui est assez cool en plus. On est sur du poche un peu de qualité, quoi. Alors là, c'est toute la question des petits éditeurs qui lancent du poche. Est-ce que c'est du semi-poche ou du poche? Babel, on se pose souvent la question. Alors, est-ce que vous pourriez préciser ce que c'est le semi-poche? Alors, le semi-poche, la définition peut être floue selon les personnes, mais c'est en général un livre qui est souvent soit presque du format du poche, soit légèrement plus grand, avec un papier de meilleure qualité, plus épais. Donc le cas de Babel, mais aussi de d'autres. C'est genre du poche de qualité ou du grand format mais petit, quoi. Exactement. Le papier, on voit pas à travers par rapport au livre de poche. Ouais, parce qu'il y a des poches qui sont vraiment imprimées sur des papiers de merde, je pense qu'on peut dire. On est sur du papier très très recyclé, genre plusieurs fois. Et tu sens que ça va vite se déliter, avec une encre qui se boit. Mais ça explique du coup qu'on trouve des livres de poche, enfin livres semi-poche, format Babel, et on va trouver parfois un autre éditeur, ça peut être J'ai lu ou livre de poche, qui va éditer le même livre que Babel. Exactement, ouais. Ouais, parce que du coup, à l'origine, genre Actes Sud, ils ont lancé Babel pour faire revivre leur fonds et tout. Il y a des bouquins qu'ils voulaient mettre en avant et ils étaient capables de le faire. Pour avoir des exemples, il y a par exemple les Laurent Godet, on trouve en Babel et on va les trouver aussi en J'ai lu. Et c'est le cas aussi dans des séries SF. Il y avait Silo, qu'on va trouver en livre de poche et en Babel aussi. Ça laisse du choix.
Du coup, après, c'est ça. C'est aussi la particularité du semi-poche, c'est-à-dire que le prix est pas le même. Du coup, ils sont à des prix un peu plus élevés. Par exemple, le Dacier de Sylvia Avalan qui est sorti chez Liana Levy, qui est sorti dans leur collection de semi-poche ou poche qui s'appelle Piccolo à 12,50 €. Chez J'ai lu, il est à 7,60 €. Mais la qualité du papier et du livre est pas du tout la même. Ce qui est cool, c'est que ça te permet d'avoir soit un bouquin pas trop cher mais de qualité dans ta bibliothèque, ou même si tu veux faire un cadeau et que tu peux pas offrir un bouquin à 20 balles, et ben le semi-poche c'est quand même le format hyper idéal, quoi. Chez Julma, il y a eu la même chose où ils ont lancé, c'est la collection Z/A, donc je sais pas comment ils le disent, ZA. Enfin bref, c'est leur collection de poches semi-poches qui est, je crois que c'est pareil, c'est entre 9 et 12 € leur format. Et en plus, c'est les mêmes couvertures que les grands formats, donc elles sont très très belles, avec très graphiques. Et du coup, voilà, quoi, c'est un format pas très cher et qui te permet d'offrir ou d'acheter des bouquins de qualité, quoi. Donc ça, c'est très très cool. Non, mais ça permet de faire vivre le livre. Oui, ça permet de faire vivre le livre, et même souvent un livre qui sort en semi-poche, a eu un succès en grand format relativement bien pour une petite maison d'édition, qui sort en semi-poche, qui ont une collection de semi-poche qui lui donne une seconde vie dans le format semi-poche, qui va toucher un public encore plus large, qui va rencontrer encore plus de succès, qui finalement va atterrir dans une collection de poches, qui va encore toucher une autre population, et en fait ça permet d'avoir des livres très très bien qui sont lus par plein de gens. Bon, après là, c'est complètement subjectif parce que sans que l'éditeur original ait eu à prendre le risque de faire un retirage grand format qui lui aurait coûté très très cher et qui aurait peut-être fini au pilon. Donc au final, c'est le semi-poche et le poche, c'est quand même une très très belle seconde vie pour un bouquin, quoi. Exactement. Mais du coup, il sort quand, le livre de poche? Mais oui. Nous, on a tendance à dire 1 an en moyenne. Après, ça dépend du succès du livre. Ouais, c'est le truc, c'est le délai moyen actuel, 1 an à 15 mois en littérature. Il y a quelques années, c'était 1 an et demi, voire 2 ans. Ouais, parce qu'il y a eu des très très gros succès. Moi, je me souviens de Millennium qui était sorti en grand format, qu'on a attendu en poche. Et en fait, il y avait tellement de succès, ça se vendait tellement bien en grand format, ils ont bien fait durer le truc pour pas le sortir en poche tout de suite. Bah oui, évidemment, en tant que le grand format il est rentable, t'as un livre qui est sorti souvent juste avant Noël, en novembre, il risque de faire un deuxième Noël, quoi. Voilà. S'il marche bien, c'est ça. Il va être exploité au max au grand format, quoi. Du coup, comme il n'y a pas de réglementation comme pour les films, du coup la chronologie des médias qui fait que ton film il va sortir au cinéma puis dans tel délai en DVD, en matière d'édition c'est un peu plus incertain, donc il va falloir être patient, parce qu'en plus des fois le livre il a simplement pas assez marché en grand format et peut-être qu'il sortira jamais, ou alors qu'il a beaucoup trop marché et qu'il sortira jamais non plus. Genre moi j'ai acheté les fragments d'un discours amoureux le week-end dernier et je l'ai payé 23 balles parce qu'il sort pas en poche, parce qu'il marche toujours. Et bon, voilà. Ça reste du bouquin un peu élitiste. Ça me met un peu en rogne, mais bon. Mais bon, c'est bien d'acheter du grand format aussi de temps en temps. Oui, voilà. Oui. Et si ça rentre pas dans votre budget, vous pouvez toujours avoir de l'espoir. Peut-être qu'un jour il sortira en poche. Donc pour répondre à la question qu'on a posée dès le début, juste ayez de l'espoir et peut-être que vous trouverez votre livre en poche. Moi, on a trouvé d'autres petites questions aussi qui sont sympas sur le poche. Moi, j'en ai une pas mal. Alors, est-ce que quelqu'un a déjà comparé un livre en poche et en grand format pour voir si c'était le même texte? Alors, la réponse est oui, ce sera le même texte. Moi, je suis tombée sur une un peu dans le même registre avec... est-ce que si c'est marqué texte intégral sur le livre de poche, ça signifie impérativement que c'est le texte intégral? Oui, c'est pareil. On écrit rarement des fausses informations sur les couvertures si ça veut rien dire. Donc oui, c'est intégral. Des questions comme ça, on en a beaucoup. Ouais, les lecteurs sont riches en interrogations, toutes plus intéressantes les unes que les autres. On est là pour vous aider, justement. Alors, nous aussi, il nous arrive pas mal de choses en rapport avec le livre. Donc, moi, si vous avez des petites choses à raconter à ce sujet. Une histoire qui rebondit pas mal à tout ce qu'on a dit, parce que j'ai fait quelque chose que je n'aime pas du tout faire. C'est-à-dire que j'avais un avion à prendre, j'avais pas le temps de passer à la librairie la veille, j'avais un avion très tôt le lendemain matin. Et t'avais pas prévu de livre dans ton sac non plus? Et bien j'avais plus de piles à livres. Si, j'avais un livre de poche qui faisait 800 pages et pour mes vacances, j'avais pas très envie de le prendre. Un petit peu lourd.
Donc j'ai laissé L'Art de la joie de Sapienza sur ma table de nuit et je suis partie acheter un livre de poche en relais et j'aime pas faire ça. C'était Joël Dicker, Le livre de Baltimore, mais qui était cependant très très bien. Ah, donc au final ça va, c'est un achat heureux. C'était un achat heureux. Voilà. C'est marrant parce que du coup, moi, c'est mes parents me demandent régulièrement d'acheter des livres parce que, là, toi, visiblement, on peut trouver des livres n'importe où. Et mon papa me demande régulièrement un nouveau livre de Ken Follett, comme si moi j'avais accès à beaucoup plus de librairies qu'eux, parce que du coup, mes parents sont genre en province et moi à Paris. Et c'est comme si il y avait beaucoup plus de librairies et beaucoup plus de livres ici. Donc je fais des voyages réguliers pour ramener du Ken Follett. Mon papa est très content à chaque fois. Tu fais bibliobus un petit peu. C'est un peu ça. Je suis le propre diffuseur, distributeur de mes parents. Du coup, j'espère qu'on a répondu à toutes vos questions. Si vous en avez d'autres, des questions, ou si vous avez des remarques sur ce sujet, ou d'autres sujets à nous proposer, ou simplement des messages sympathiques, n'hésitez pas à nous contacter sur Twitter ou sur Facebook. Vous pouvez aussi nous laisser des étoiles par milliers ou par poignée de 5 sur Apple Podcast. Mais ne partez pas tout de suite parce que l'épisode n'est pas terminé. C'est vous qui en écrivez la fin. Donc on vous laisse avec l'épilogue. Merci encore et à la prochaine. Salut. Donc le pire moment lié à la lecture qui m'est revenu à l'instant, c'était un livre sur l'Égypte. Les personnages passaient une dune et il y avait un cadavre. Et j'ai eu l'odeur du cadavre que moi j'ai ressentie. Et c'était un truc hyper angoissant et cette odeur de mort, je l'ai gardée longtemps. Donc ça, c'était un peu bizarre comme souvenir. Ensuite, ma position préférée pour lire, c'est assis, tranquille, dans un fauteuil. Mon genre de livre préféré, alors moi, c'est plutôt dès qu'il y a une enquête policière. J'ai commencé toute petite avec le Club des 5, après j'ai fait toute la collection Arsène Lupin, puis la collection Agatha Christie, et voilà. Maintenant, je ne lis plus que des polars. Comment je range mes livres? Par catégorie, c'est-à-dire je mets tous les polars d'un côté, et après par éditeur, soit Babel, 10-18. Mes livres, ils sont très bien traités. Je ne supporte pas qu'on les pose ouverts, qu'une page soit cornée. J'utilise qu'un marque-page. Et mon livre le plus abîmé, je crois que j'en ai pas. Le dernier livre que j'ai acheté, c'était avant-hier. J'allais prendre le train et j'avais pas de livre, donc je me suis arrêtée au kiosque de la gare pour acheter Une famille parfaite de Lisa Gardner. Et le moment préféré pour lire, pour moi, c'est le samedi matin ou le dimanche matin, parce que je ne vais pas au travail et je sais que j'ai le temps d'être dans mon livre complètement. Et si j'étais un livre, je serais L'Alchimiste de Paulo Coelho, parce que il est venu dans ma vie à un moment où j'en avais besoin. Voilà. Je m'appelle Domi, j'ai 58 ans et je suis bien dans ma peau.